Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Les images sont là pour moi, mais je veux leur donner corps, je veux les mettre littéralement en 3D. Et ce qui ressort souvent de l'expérience de mes lecteurs, c'est qu'ils ont l'impression d'y être. Voilà, cet effet de vraisemblance qui est nécessaire au roman passe par une description de détails, de notation sensorielle, voire olfactive. Bonjour Hélène Bonafou-Murat. Bonjour François-Xavier. Je suis vraiment très content de vous rencontrer pour la première fois ici. Comment situer ça pour nos auditeurs ? C'est le centre du vignoble français, bourguignon. Alors, je devrais commencer par bourguignon français mondial. C'est effectivement le château du Clos de Vougeot où se trouve le salon du livre, Livre en vigne, d'où votre présence ici, puisque vous présentez votre dernier livre, paru aux éditions Le Passage. On en parlera juste après. Mais alors, avant de parler du dernier livre, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres, justement ? C'est une activité un peu spéciale, ça. C'est une activité très spéciale que nous portons tous en nous, j'imagine, les auteurs, depuis longtemps. Pour ma part, j'ai le souvenir qu'à l'âge de 12 ans, j'ai voulu commencer un premier roman qui était une œuvre de science-fiction qui n'a jamais abouti. Et c'est seulement vers la trentaine que, en raison de diverses péripéties dans ma vie, m'est venu le besoin d'écrire, ce qui a donné lieu à mon premier roman, Morsure, paru en 2005. La nécessité d'écrire, pour moi, vient du fait qu'il s'agit d'un complément à mon travail d'expert en art, précisément en estampes anciennes et modernes. Je suis donc quelqu'un qui vit au quotidien avec des gravures anciennes, ça peut être aussi bien Rembrandt, Dürer, Piranèse ou d'autres bien moins connus, que des grands maîtres comme Picasso, Miro, Dali, Chagall, dans leur œuvre graphique naturellement. Mais également des maîtres contemporains ou modernes. Mon travail consiste à concevoir des catalogues de vente aux enchères pour les commissaires-priseurs, à assurer la vente aux enchères à leur côté et à garantir naturellement et évaluer ces œuvres. J'ai donc un ensemble d'images en tête depuis une trentaine d'années qui m'habite, qui vit dans mon cerveau et sur lesquels j'ai eu besoin de mettre des mots par le biais de constructions romanesques, passer par la fiction tout en m'appuyant sur ces images réelles qui me dépeignent des univers et qui me donnent très facilement des toiles de fond et des détails pour mes romans. Ainsi, dans le nouveau, Le jeune homme aux bras fantômes, qui vient de paraître, qui se passe au XIXe siècle et pour lequel je me suis vraiment imprégnée des estampes de Daumier, XIXe siècle donc, grand caricaturiste, portraitiste de la société, qui m'a fourni, peut-être pas exactement mes personnages, mais une certaine vision de Paris, de la société de l'époque. Ah oui, ça c'est passionnant. Donc vous partez d'une... Daumier faisait beaucoup de caricatures, si je ne m'abuse, je ne suis pas un spécialiste de stamp. Vous pouvez partir donc de ces caricatures et décrire le personnage, par exemple. Imaginer ce qu'elle... C'est plus spécial que ça. Ce qui s'est passé avec ce nouveau roman, c'est qu'un jour, il y a 2 ans, je travaillais sur 200 estampes de Daumier, donc des lithographies parues dans le journal Le Charivari. Et au verso de ces estampes, il y avait à chaque fois des petites annonces. Et littéralement, le roman est né du verso de ces estampes. C'est comme si ma fiction était l'envers de mon travail d'expert, en définitive, puisque ces petites annonces me peignaient un monde dans lequel il y avait des marchands de rêves. Alors on vend des remèdes miracles de toutes sortes, on vend de l'immobilier, on vend des assurances, de la banque, enfin toutes sortes de produits. C'est le début d'un capitalisme effréné, débridé, assez truculent,
jovial, c'est l'image en tout cas qui s'en dégageait pour moi, avec un personnage, un homme d'affaires, un entrepreneur dont le nom était récurrent, sur lequel j'ai ensuite travaillé et qui est devenu l'un de mes personnages importants dans le roman. À la suite de ça, je me suis dit comment puis-je en faire ma toile de fond, et j'ai relié cet univers des années 1850 à un épisode tragique de 1834, le massacre de la rue Transnonain, qui a fait l'objet d'une très célèbre lithographie de Daumier également, dans laquelle on voit des civils, des habitants d'un immeuble, morts étendus au sol d'une petite chambre, massacrés par la police qui a fait une intervention dans le cadre de répression policière, sous Louis-Philippe, période assez violente. Et creusant cet épisode, je me suis dit ça ferait vraiment un point de départ, 20 ans plus tôt, l'origine de mon roman, et qui donne effectivement l'incipit, le début du texte. J'ai creusé les sources que j'ai trouvées accessibles sur le site du Sénat. On y trouve les comptes rendus du procès de la Cour des Pairs suite à ce massacre et à quelques autres des années 1830. Tous ces témoignages de civils qui étaient présents dans cet immeuble lors du massacre nous disent en fait que c'est une énorme bavure policière. Et j'y ai trouvé parmi les survivants un petit garçon de 6 ans qui, suite au fait qu'il a pris une balle et un coup de baïonnette dans le bras droit, s'est retrouvé manchot, amputé du bras droit. Alors voilà mon personnage, le personnage qui va évoluer dans le roman, ce petit garçon qui, en 1850, a une vingtaine d'années et évolue dans ce monde des petites annonces et de la réclame où il fait son trou. Pour ce faire, ce qui est improbable évidemment, pour ce faire, il faut qu'il soit équipé d'une prothèse. C'est le grand siècle de la mécanique. Et donc un de ses amis horlogers, qui a lui-même réellement existé, et dont je fais un horloger, ce personnage lui fournit cette prothèse. Et donc le voilà devenu un homme augmenté du 19e siècle. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Le personnage de Charles, ce jeune garçon, a réellement existé et les romans partent souvent d'une émotion. J'ai trouvé dans l'état civil, par bonheur qui a survécu, parce qu'on sait qu'en 1871, l'état civil, enfin l'hôtel de ville a brûlé, et avec lui tous ces documents. Néanmoins, mon jeune Charles, l'état civil m'a prouvé qu'il est né en 1828 et en réalité mort en 1853. Alors si je vous dis cela, c'est qu'il est mort à 25 ans, et certainement dans la misère, manchot, il n'a sans doute rien fait d'extraordinaire de sa vie, au sens social en tout cas. Et j'ai voulu lui écrire, vous voyez le processus, une histoire fictive. Je me suis autorisée à lui écrire la vie qu'il n'a pas eue, comme une sorte de tombeau, de compensation, de rédemption, si on peut dire, par ce privilège qu'offre la fiction aux romanciers. Ça donne très envie de le lire. Et je pensais comme ça, vous n'avez pas illustré l'ouvrage ou mis quelques gravures de Daumier pour... Non. En clin d'œil. Non, parce que d'abord les romans ne sont généralement pas illustrés. En revanche, j'ai travaillé avec l'éditeur à trouver une belle couverture qui est un tableau anonyme de 1830 qui nous montre un jeune garçon avec un air assez déterminé, tourné vers la droite, assez intense, d'une grande beauté proche de celle des portraits de Géricault. Toutefois, on ne peut pas l'attribuer à Géricault, en tout cas, en toute connaissance de cause. Et c'est important justement que les œuvres d'art en couverture, pour moi, viennent soutenir le roman et l'incarner. Voyez ? Oui, c'est vraiment à votre image. Oui, c'est sans doute. Je reviens un peu en arrière parce que vous m'avez dit tout au début que vous aviez d'abord essayé d'écrire de la science-fiction. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que ça nourrit encore aujourd'hui votre imaginaire, votre pratique ? Est-ce que vous lisez encore de la science-fiction ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Alors, j'étais très fan quand j'étais jeune de Ray Bradbury, que j'ai eu la chance de rencontrer à la vingtaine dans un restaurant. Et c'est un souvenir de rencontre assez étonnante. Moi à distance, admirative. Et lui à la fin du dîner qui vient me parler parce que je lui avais fait passer un petit mot par le serveur dans un restaurant indien de Paris. Ça a été un de mes maîtres. J'ai lu beaucoup de fiction du type Asimov, comme on en lisait dans les années 70-80. Et
J'ai écrit 3 romans qui sont plus ancrés dans le monde contemporain et je caresse l'idée, je ne sais pas si j'y arriverai, de faire quelque chose qui soit un petit peu une dystopie ou une projection critique de notre monde contemporain, associée peut-être malgré tout à des réflexions esthétiques ou artistiques. Je ne pense pas que j'irai vraiment dans le domaine de la science-fiction, j'en suis aujourd'hui un peu éloignée, je ne connais sans doute pas assez les grands auteurs et d'ailleurs ils se trouvent souvent dans le domaine de la BD aujourd'hui. Donc très graphique. Mais toutes ces voies sont bonnes à explorer. Il me semble que, pour moi en tout cas, chaque roman doit être un projet littéraire différent, revisiter des grands principes. Ce nouveau roman chez moi revisite le roman d'apprentissage. Il faut un certain culot d'ailleurs pour oser se mesurer à Flaubert, Balzac, Zola, mon maître, Stendhal et tant d'autres, Maupassant. Et le roman précédent, La Caravane du Pape, lui revisitait plutôt le roman épique, puisqu'il raconte un voyage qui a réellement eu lieu au début du XVIIe siècle, en même temps qu'il est une réflexion sur notre rapport au livre, au savoir. Le livre prime-t-il sur l'humain en période de guerre et de tragédie? Enfin, vous voyez, chaque roman, comme disait Schnoz, est aussi le lieu où 2 idées se rencontrent pour moi. Il n'y a pas qu'une seule idée. Il y a à la fois peut-être une thématique, un sujet qui s'empare de nous et la volonté de le traiter selon un certain fil, une certaine ligne, avec une certaine idée, intention en tout cas. Zola. Oui. Donc votre maître, qu'est-ce qui vous plaît tant chez Zola? Son naturalisme. Bon, alors, bien sûr. C'est une œuvre magistrale, une œuvre évidemment. Importante, magistrale. C'est le foisonnement, par exemple, du Ventre de Paris que j'ai relu avant d'oser attaquer mon nouveau roman. J'ai relu également L'Argent, une grande partie des Rougon-Macquart. Zola est un maître dans la description matérielle, sensorielle, sensuelle du monde. C'est aussi un modèle en termes de description des émotions humaines et c'est quelque chose que je veux faire exister puissamment dans mes romans aussi, que ce soit habité par des émotions et la présence du monde matériel. Les images sont là pour moi, mais je veux leur donner corps, je veux les mettre littéralement en 3D et ce qui ressort souvent de l'expérience de mes lecteurs, c'est qu'ils ont l'impression d'y être. Voilà, cet effet de vraisemblance qui est nécessaire au roman passe par la description de détails, de notations sensorielles, voire olfactives. On me l'a souvent signalé. J'aurais peut-être voulu écrire le parfum de Susskind. Ah, vous l'aurez souhaité. Je ne sais pas comment dire. Oui, il l'a fait avant moi et mieux que moi. Voilà, c'est ainsi, je pense, qu'on tire la leçon des grands maîtres. Et alors, on parle beaucoup d'images, justement, collaborer avec, ou même, je ne sais pas si vous dessinez par ailleurs, mais la BD, ça vous intéresserait de travailler sur une BD avec quelqu'un Ah oui, c'est quelque chose qui me plairait. Je me sens très incapable de dessiner moi-même. En revanche, je fréquente beaucoup les graveurs contemporains et le travail des graveurs s'apparente beaucoup à celui des auteurs, des dessinateurs de BD, de par le trait, le graphisme. J'ai une grande admiration pour certains auteurs de BD. Et la mise en scénario d'un des romans que j'ai fait pourrait être une chose intéressante si toutefois un jour ça intéressait soit un éditeur, soit un dessinateur. Une collaboration, pourquoi pas. On me dit assez souvent que ce nouveau roman, ça se prêterait facilement à un scénario de série, de film ou de BD. Reste à voir si ça se fera. Je prends ce qui vient, je ne cherche pas. C'est très bien. Je vais bientôt vous rendre à aux visiteurs du salon et qui viennent aussi ici pour vous rencontrer. Et j'aime bien terminer le podcast par toujours la même question, qui est si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer justement dans cette aventure de l'écriture, quel serait-il le conseil? Le premier conseil, c'est lisez, lisez, lisez. Si vous avez beaucoup lu, si vous aimez ça,
écrivez. Ça se résume à ça. Suivez votre envie, suivez votre cœur. Je pense qu'il ne faut rien faire de façon fabriquée ou artificielle. Il faut vraiment le faire, et ça vaut pour tous les arts, de façon tripale. Même si vous vous dites que vous êtes dans un projet un peu fou, un peu foutraque, si ce projet vous habite entièrement et que vous sentez que c'est ça, je crois qu'humainement on le sent assez vite, c'est comme l'amour, on sent si c'est réel, si c'est intense ou pas, eh bien il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, il faut y croire, et plus on est persuadé soi-même, plus on peut convaincre un éditeur et éventuellement des lecteurs. C'est pas trop dur, tout seul, de trouver cette énergie, toujours en soi? Non, ça s'apparente à une retraite intérieure parfois, une grande jouissance, une grande jubilation quand vous êtes enfin avec du temps pour écrire, chose tant que je vole moi à mes grandes journées de travail, écrivant parfois le soir, le week-end, ayant écrit pendant le premier confinement qui s'est avéré une bénédiction aussi, enfin du temps, enfin des journées entières consacrées à cela. On y arrive toujours. Ce n'est pas une question de manque de temps, ce n'est jamais vrai, ça. On trouve toujours le temps pour la passion. Et ce temps-là, par exemple, vous personnellement, vous le délimitez pour vous donner justement un cadre de travail, ou vous le volez, comme vous dites, un peu à la journée qui passe? Il est volé à la journée, mais avec bonheur. Et alors, ce que vous dites est très intéressant. En effet, pour ma part, j'ai constaté que j'écris plus facilement le soir. Le matin, je vais au boulot. Voilà. Le soir, quand j'écris, je me rends compte que je ne peux jamais produire de façon utile plus de, disons, 2 pages Word, 2 pages et demie, ce qui correspond souvent à 2 heures, 2 heures et demie d'écriture. Après cela, ça devient mauvais, pour ma part. Et je me rends compte que écrire le soir peut avoir ses limites. On est souvent plus lyrique. Il est souvent nécessaire pour moi de relire ce que j'ai écrit le soir au petit matin, dans le monde peut-être de la raison, pour me rendre compte que certains effets sont à gommer, sont un peu trop dans l'emphase ou dans l'émotion. Mais c'est très intéressant ce rapport jour-nuit. Ah oui, c'est très... donc il y aurait un déchaînement des passions Alors, ça la nuit. pour moi encore une fois, mais probablement, oui. Un rapport à la nuit et à une certaine libération, une certaine envie, un surgissement. D'accord. On va creuser cette question dans le podcast. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, François-Xavier. Je rappelle à tout le monde que le dernier livre s'appelle « Le jeune homme au bras fantôme ». Les éditions, c'est Le Passage. Et à bientôt. Merci, à très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.